Ayanda n'était qu'une petite fille quand elle a perdu ses parents. N'ayant personne d'autre pour s'occuper d'elle, elle fut recueillie par sa tante, Gatura, dans un petit village du royaume de Mzora. Mais au lieu de trouver amour et réconfort, la vie d'Ayanda devint une lutte quotidienne. Gatura la traitait non pas comme un membre de sa famille, mais comme un fardeau. On lui donnait les pires corvées, les plus petites portions de nourriture et les couvertures les plus fines durant les nuits les plus froides. Tandis que les autres enfants jouaient et riaient, Ayanda passait ses journées à travailler, à frotter les sols, à puiser de l'eau et à s'occuper des animaux. Les villageois ne lui facilitaient pas la vie non plus. Pour eux, elle n'était qu'une orpheline faible et insignifiante. Ils se moquaient de ses vêtements en haillons et de sa petite taille, murmurant qu'elle n'arriverait jamais à rien. Même les enfants de son âge refusaient de jouer avec elle, la considérant comme une simple fille pauvre et sans défense. Mais à travers toute cette cruauté, Ayanda avait une source de réconfort, son meilleur ami, Jaï. Contrairement aux autres, Jaï voyait au-delà des difficultés d'Ayanda. Il écoutait ses rêves et lui rappelait qu'elle était plus que la douleur qu'elle endurait. « Tu n'es pas juste une orpheline, Ayanda, disait-il. Tu es forte. Un jour, tu accompliras de grandes choses. » Ces paroles maintenaient une petite flamme d'espoir allumée en elle. Même quand le monde se moquait d'elle, même quand la faim et l'épuisement lui donnaient envie d'abandonner, elle s'accrochait à la conviction qu'un jour, sa vie changerait. Mais pour l'instant, elle restait l'orpheline de Mzora, luttant pour survivre dans un endroit qui n'avait aucune bonté pour elle. L'apprentissage silencieux. Dès qu'Ayanda sut marcher, Gatura s'assura qu'elle travaille. Chaque matin avant le lever du soleil, Ayanda était déjà en train de puiser de l'eau à la rivière, ses petites mains luttant pour porter la lourde jarre en argile. Elle balayait les sols, lavait le linge, préparait les repas et s'occupait des animaux. Mais peu importe ce qu'elle faisait, ce n'était jamais assez. Gatura trouvait toujours une raison de la gronder, la traitant de paresseuse et d'inutile. Tandis que les autres enfants allaient à l'école du village, Ayanda était laissée pour compte. « L'éducation n'est pas pour les mendiantes comme toi », ricanait Gatura chaque fois qu'Ayanda demandait à apprendre. Elle regardait de loin les enfants de son âge lire sur des tablettes en bois, leur voix emplissant l'air de mots qu'elle ne pouvait comprendre. L'idée de ne jamais apprendre lui pesait sur le cœur, mais elle n'avait pas le choix. Les villageois ne la traitaient pas mieux. Ils se moquaient de ses vêtements en haillons et de ses joues creuses. Certains l'appelaient une enfant maudite, une fille sans avenir. Les marchands la chassaient chaque fois qu'elle essayait d'écouter leurs histoires, et les enfants se moquaient d'elle à son passage. Mais Ayanda refusa de laisser leurs paroles briser son esprit. Un jour, en nettoyant près du marché, elle vit un marchand ambulant jeter un livre déchiré. La curiosité s'éveilla dans son cœur. Elle le ramassa rapidement et le cacha sous ses vêtements. Cette nuit-là, sous la faible lueur de la lune, elle traça de ses doigts les lettres étranges, les murmurant pour elle-même. Elle n'en connaissait pas encore le sens, mais elle était déterminée à apprendre. Chaque fois qu'elle trouvait d'autres pages abandonnées, elle les gardait, apprenant lentement à lire par elle-même. Elle écoutait attentivement chaque fois qu'elle passait près de l'école, retenant des mots et des sons. Bien qu'elle n'eût ni professeur, ni salle de classe, ni soutien, Ayanda était déterminée. Si personne ne voulait lui apprendre, elle apprendrait par elle-même. La grande sélection. Un jour, une nouvelle se répandit dans tout le royaume de Mzora. Une grande sélection était organisée pour choisir les nouveaux dirigeants du conseil consultatif du palais. Le roi lui-même avait déclaré que la sagesse et la force, et non la simple noblesse de naissance, détermineraient qui serait choisi. Pour la première fois, même les roturiers avaient une chance de faire leurs preuves. Tout le royaume bruissait d'excitation. Les jeunes hommes et femmes de chaque village rêvaient de se tenir à la cour royale, prenant des décisions qui façonneraient l'avenir de Mzora. Quand Ayanda entendit parler du concours, son cœur se mit à battre la chamade. C'était sa chance. Elle avait passé des années à apprendre à lire par elle-même, s'instruisant de chaque bribe de connaissances qu'elle pouvait trouver. Si elle pouvait prouver sa valeur, elle pourrait enfin échapper à la vie de souffrance qui lui était imposée. Mais avant même qu'elle puisse exprimer ses espoirs, Jaï, son ami d'enfance, prit la parole. « Ayanda, tu devrais participer, dit-il, les yeux remplis de conviction. Tu es intelligente, plus forte qu'il ne le pense. Cela pourrait changer ta vie. » Pendant un instant, Ayanda osa l'imaginer, se tenir au palais, utilisant ses connaissances pour aider le peuple, gagnant le respect de ceux qui l'avaient un jour méprisé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le rire strident de Gatura déchira l'air. « Toi ? Participer,
ricana Gatura en croisant les bras. Tu n'es rien d'autre qu'une orpheline sans valeur. Penses-tu vraiment que le roi te jetterait un second regard? Ayanda baissa les yeux, son enthousiasme s'éteignant sous les mots cruels de sa tante. Ta place n'est pas au palais, continua Gatura. Ta place est ici, à frotter les sols, et c'est là que tu resteras. Comme si les moqueries de Gatura ne suffisaient pas, sa fille, Séfu, eut un sourire narquois et rejeta ses longues tresses par-dessus son épaule. Tu penses pouvoir rivaliser avec des gens comme moi, ricana-t-elle. Tu n'as pas de sang noble, pas d'éducation, et aucune chance. Ayanda serra les poings, le cœur endolori. Elle voulait se défendre, dire qu'elle avait appris en secret, qu'elle était plus intelligente qu'il ne le pensait. Mais les rires autour d'elle écrasèrent son courage. Les paroles de Gatura et Séfu étaient comme de lourdes chaînes, tirant ses rêves vers la poussière. Cette nuit-là, Ayanda resta éveillée, fixant le toit de la petite hutte. Le concours pouvait tout changer, mais comment pouvait-elle y participer quand les personnes même qui l'entouraient refusaient de croire qu'elle valait quoi que ce soit? Banni. Les jours qui suivirent l'annonce de la grande sélection furent insupportables pour Ayanda. Elle essayait de repousser les paroles cruelles de Gatura, mais le rêve de faire ses preuves brûlait toujours dans son cœur. Elle savait qu'elle en avait les capacités, si seulement on lui en donnait la chance. Mais Gatura n'allait pas laisser cela se produire. Un soir, alors que le village était rassemblé sur la place du marché, Gatura s'écria soudain, pointant Ayanda avec fureur. « Voleuse » cria-t-elle. « Elle m'a volé !» Des halètements parcoururent l'assemblée. Les villageois se tournèrent vers Ayanda avec stupeur. Elle sentit son cœur sombrer. « Je n'ai rien volé » protesta-t-elle. Mais la voix de Gatura était plus forte, plus en colère. « Elle a pris mon bracelet en or » continua Gatura, tremblant d'une fausse indignation. « Je l'ai trouvé caché parmi ses affaires. Cette fille n'a aucune honte. » La bouche d'Ayanda s'assécha. Elle savait qu'elle n'avait jamais rien pris. Mais avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Séfu s'avança, tenant un bracelet dans ses mains. « Le voici » dit-elle avec suffisance. « Je l'ai trouvé dans sa natte de couchage. » Une vague de chuchotements se répandit dans la foule. Les gens qui n'avaient jamais respecté Ayanda furent prompts à croire le pire. « J'ai toujours su qu'elle était une source d'ennui » marmonna une vieille femme. « Elle devrait être punie » ajouta un autre homme. Jaï se fraya un chemin à travers la foule. « Ce n'est pas juste » cria-t-il. « Ayanda ne volerait jamais. » Mais c'était inutile. Le chef du village fut appelé, et sans une seconde de réflexion, il déclara Ayanda coupable. « Une voleuse n'a pas sa place parmi nous » dit-il sévèrement. « Elle doit quitter ce village sur le champ. » Les jambes d'Ayanda se dérobèrent. C'était pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle se tourna vers Gatura, espérant une once de pitié, mais sa tante ne fit que sourire narquoisement. Avec seulement les vêtements qu'elle portait, Ayanda fut bannie. Elle marcha pendant des heures, au plus profond de la nature sauvage, où les arbres devenaient denses et les bruits d'animaux sauvages remplissaient l'air. La faim lui tenaillait l'estomac, et la peur lui serrait le cœur. Le soleil plongea sous l'horizon, et l'air froid de la nuit mordit sa peau. Elle n'avait jamais été seule comme ça auparavant. Le deuxième jour, ses forces commencèrent à l'abandonner. Elle trébucha, son corps affaibli par l'épuisement et la faim. Sa vision se brouilla, et elle s'effondra sur le sol de la forêt, sa respiration faible. Juste au moment où l'obscurité menaçait de l'engloutir, une voix douce retentit. « Enfant, ouvre les yeux » dit-elle. Ayanda sentit des mains chaudes la soulever. L'odeur d'herbe et de feu de bois emplit l'air. Lentement, elle ouvrit les yeux et vit le visage d'une vieille femme, ses yeux profonds remplis de bonté. « Tu es plus forte qu'il ne le pense » dit doucement la femme, « et ton voyage n'est pas encore terminé. » Ayanda ne savait pas qui elle était, mais elle se sentit en sécurité, et pour la première fois depuis des jours, elle osa croire que peut-être, juste peut-être, le destin ne l'avait pas encore abandonnée. La sagesse de la forêt. Ayanda se réveilla au doux crépitement du feu de bois et à l'odeur du thé chaud aux herbes. Elle était allongée sur une natte à l'intérieur d'une petite hutte, son corps faible mais en sécurité. La vieille femme qui l'avait sauvée était assise à proximité, broyant des herbes dans un bol en bois. « Tu es réveillée » dit la femme avec un doux sourire. « Je suis Mamania. Tu as de la chance que la forêt ne t'ait pas emporté. » Ayanda essaya de s'asseoir, son corps endolori par la faim et l'épuisement. « Merci » murmura-t-elle.
Elle n'avait aucune idée de comment elle était arrivée là, mais elle ressentait une étrange sensation de paix. Au cours des jours suivants, Mamania prit soin d'elle, la nourrissant de soupes nutritives et soignant ses blessures. Lentement, Ayanda retrouva ses forces, mais plus que de guérir son corps, Mamania commença à lui enseigner des choses qu'elle n'avait jamais apprises. La survie n'est pas seulement une question de force, lui dit Mamania un soir alors qu'elles étaient assises près du feu. C'est une question de sagesse, de patience et de savoir quand frapper. Elle apprit à Ayanda à construire un abri, à trouver de la nourriture dans la nature et à lire les étoiles pour s'orienter. Elle lui montra comment utiliser les plantes comme médicaments et comment écouter les murmures du vent pour sentir le danger. Ayanda absorba chaque leçon comme une terre aride absorbe la pluie. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit puissante, non pas à cause de la richesse ou du statut, mais à cause de ce qu'elle savait. Un jour, alors qu'elle cueillait des herbes près d'une rivière, Mamania la testa. « Que feras-tu si un ennemi plus fort vient à toi ?» Ayanda réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne me battrai pas aveuglément. J'observerai, j'apprendrai ses faiblesses et je frapperai au bon moment. » Mamania sourit. « Bien, tu apprends. » Au fil des semaines, Ayanda découvrit quelque chose d'encore plus grand en elle. Elle avait une capacité naturelle à élaborer des stratégies, à anticiper, à voir des schémas là où les autres n'en voyaient pas. Elle s'entraîna à négocier avec les marchands qui traversaient la forêt, apprenant à utiliser ces mots pour obtenir ce qu'elle voulait. Un soir, assise près du feu, Mamania partagea une vieille prophétie. Il y a longtemps, il a été dit qu'un enfant oublié s'élèverait pour régner sur Mzora. Un enfant rejeté, sous-estimé de tous, mais destiné à la grandeur. Ayanda écouta attentivement, son cœur battant plus vite. Se pourrait-il? La prophétie pouvait-elle la concerner? Mamania la regarda profondément dans les yeux. N'aie pas peur de ton passé, Ayanda. Ta douleur ne t'a préparé qu'à ce qui va suivre. Tu as le cœur d'une meneuse. Pour la première fois de sa vie, Ayanda osa y croire. Peut-être n'était-elle pas juste une orpheline. Peut-être était-elle destinée à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le royaume en péril. De retour à Mzora, le royaume s'effondrait. Le nouveau conseil consultatif, rempli de nobles avides et égoïstes, prenait des décisions qui ne profitaient qu'à eux-mêmes. Ils augmentèrent les impôts, forçant les pauvres agriculteurs à céder la plupart de leurs récoltes. Les marchands luttaient pour commercer, et les marchés autrefois pleins de vie devinrent vides et silencieux. Le peuple murmurait avec colère, mais personne n'osait défier le conseil. Le roi, autrefois un souverain fier et juste, était assis dans son grand palais, regardant son royaume s'effriter. Il avait fait confiance à ses conseillers pour le guider, mais il l'avait trahi. Chaque jour, des plaintes parvenaient à ses oreilles, des familles affamées, des routes en ruine, et des soldats abandonnant leur poste parce qu'ils n'étaient pas payés. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, le roi se tenait sur son balcon, contemplant la terre troublée. Son cœur était lourd. Il avait régné sur Mzora pendant de nombreuses années, mais jamais auparavant il n'avait vu un tel chaos. Son peuple souffrait, et c'était parce qu'il avait permis aux mauvaises personnes de se tenir à ses côtés. « Je ne peux pas laisser cela continuer », se murmura-t-il. Le lendemain matin, il convoqua son messager le plus fidèle. « Fais passer le mot à travers Mzora », ordonna-t-il. « Dis au peuple que je cherche de nouveaux dirigeants, des individus sages et justes qui m'aideront à reconstruire ce royaume. » Le messager s'inclina et se hâta de partir. Bientôt, la nouvelle de l'appel du roi se répandit comme une traînée de poudre. L'espoir vacilla dans le cœur du peuple. Ils avaient assez souffert, et maintenant ils avaient une chance de changement. Mais au fond du palais, les membres corrompus du conseil devinrent nerveux. Ils avaient joui de leur pouvoir trop longtemps, et ils n'étaient pas prêts à y renoncer facilement. Ils commencèrent à comploter, chuchotant dans les coins sombres, cherchant des moyens de préserver leur position. Loin dans la forêt, Ayanda n'avait aucune idée que le destin de Mzora était sur le point de changer, et qu'elle serait bientôt au centre de tout cela. Le retour. Ayanda était assise près du feu, fixant les braises incandescentes. Les nuits dans la forêt étaient calmes, mais son cœur était agité. Elle avait passé des mois à s'entraîner sous la tutelle de Mamania, apprenant tout, des compétences de survie à la sagesse des grands dirigeants. Elle n'était plus la fille faible que les villageois avaient moquée. Elle était devenue plus forte, plus sage et plus déterminée. Mais était-ce suffisant? Mamania l'observa en silence avant de parler. Tu as le choix, enfant.
Tu peux rester ici, en sécurité dans la forêt, ou tu peux retourner à Mzora et réclamer ce qui t'appartient. Ayanda prit une profonde inspiration. Elle avait rêvé de ce moment, de se tenir devant le royaume et de prouver sa valeur. Elle ne laisserait pas la peur la retenir. J'irai, dit-elle fermement. Je leur montrerai qui je suis vraiment. Avec la bénédiction de Mamania, elle rassembla ses quelques affaires et partit en direction du royaume. Le voyage fut long, mais elle marchait avec détermination. Elle traversa des villages où les gens chuchotaient à propos de la quête du roi pour de nouveaux dirigeants. Quand elle atteignit Mzora, son cœur battait à tout rompre alors qu'elle franchissait les portes de la ville. Le grand palais se dressait au loin, un endroit qu'elle avait un jour cru impossible à atteindre. Quand elle entra dans la salle du concours, des halètements parcoururent la pièce. Les nobles et les villageois la regardèrent avec stupeur. Ayanda, murmura quelqu'un. L'orpheline, ricana un autre. Elle aurait dû rester en exil. À l'avant de la salle, Gatura et Sefu se figèrent d'incrédulité. Le visage de Gatura se tordit de colère. Elle avait travaillé si dur pour effacer Ayanda de l'existence. Et pourtant, la voilà, debout, droite et intacte. Sefu eut un sourire narquois et murmura quelque chose à sa mère, puis se tourna vers Ayanda. « Tu n'as rien à faire ici, ricana-t-elle. Ce concours est pour de vrais dirigeants. » Ayanda croisa son regard sans crainte. « Alors, laissons le concours décider, dit-elle calmement. Bien que Gatura et Sefu aient tout essayé pour la saboter, répandant des mensonges, soudoyant des officiels et s'assurant qu'elle reçoive les défis les plus difficiles, Ayanda refusa d'abandonner. Elle n'était pas venue si loin pour être vaincue. Peu importe ce qu'elle faisait, elle restait stable, concentrée et prête à se battre pour sa place. Les épreuves. Le concours devait durer des semaines, chaque épreuve étant conçue pour tester l'intelligence, l'endurance et le leadership. La grande salle bourdonnait de tension alors que les candidats se rassemblaient, chacun désireux de prouver sa valeur. Les nobles des familles riches se tenaient droit dans leurs beaux habits, confiants en leur statut. Parmi eux se trouvait Sefu, souriant avec dédain en regardant Ayanda. La première épreuve testait l'intelligence. Les conseillers du roi présentèrent des énigmes complexes et des problèmes de gouvernance, de commerce et de justice. De nombreux candidats eurent des difficultés, s'appuyant sur des réponses apprises par cœur. Mais Ayanda aborda chaque question avec une pensée vive et logique. Elle parla avec confiance, puisant dans les leçons que Mamania lui avait enseignées et les livres qu'elle avait secrètement étudiés dans son enfance. Ces réponses surprirent même le roi, qui se pencha en avant avec intérêt. Puis vint l'épreuve d'endurance. Les candidats furent envoyés dans un voyage éprouvant à travers les collines rocheuses à l'extérieur de la ville. Ils devaient naviguer sur un terrain dangereux, trouver de la nourriture et revenir avec une relique importante cachée au plus profond de la forêt. De nombreux candidats nobles, y compris Sefu, se plaignirent, peu habitués aux difficultés. Mais Ayanda, qui avait survécu à l'exil et s'était entraîné sous la direction de Mamania, se déplaça rapidement, son corps fort de mois d'entraînement à la survie. Elle utilisa sa connaissance du terrain, trouvant des raccourcis et évitant les pièges. Quand elle revint avant la plupart des autres, des murmures d'incrédulité parcoururent la foule. Gatura et Sefu, furieuses du succès d'Ayanda, eurent recours au sabotage. Elles soudoyèrent des serviteurs du palais pour altérer sa nourriture, espérant l'affaiblir avant l'épreuve de leadership. Elles répandirent des rumeurs pour monter les autres contre elle. Mais Ayanda resta concentrée. Elle avait enduré pire et ne laisserait ni la peur ni la tromperie la briser. L'épreuve finale arriva, un test de leadership. Chaque candidat reçut une situation difficile à résoudre, une famine, une guerre ou un village en crise. Beaucoup de nobles donnèrent des réponses remplies de promesses vides et de plans égoïstes. Quand Ayanda prit la parole, elle ne s'appuya ni sur la richesse ni sur le pouvoir. Elle parla d'expérience, offrant de vraies solutions qui mettaient le peuple au premier plan. Ces mots résonnèrent auprès de la foule et même le roi hocha la tête en signe d'approbation. Malgré toutes les tentatives pour la faire tomber, Ayanda a fait ses preuves encore et encore. Elle ne survivait plus seulement, elle gagnait. La bataille pour la vérité. La grande salle était silencieuse lorsque le roi annonça l'épreuve finale. Chaque candidat reçut un défi sérieux à résoudre, une crise à laquelle le royaume était confronté. Certains reçurent des conflits militaires. D'autres durent expliquer comment ils géreraient des différends commerciaux. Quand ce fut le tour d'Ayanda, son défi était le plus urgent, comment restaurer l'approvisionnement alimentaire défaillant du royaume. Depuis des années,
La famine s'était étendue sur le pays en raison de la mauvaise planification des conseillers corrompus. Les récoltes échouaient et les marchands stockaient la nourriture pour la vendre à des prix élevés. Le peuple souffrait pendant que les riches s'enrichissaient. De nombreux candidats proposèrent de lourdes taxes sur les marchands ou d'importer de la nourriture d'autres terres. Mais Ayanda avait une idée différente. Elle suggéra d'investir dans les agriculteurs eux-mêmes, en leur fournissant de meilleurs outils, une formation et des prix de marché équitables. Elle parla avec passion, partageant les stratégies qu'elle avait apprises de Mamania et ses propres expériences de survie dans la nature. Ces mots touchèrent une corde sensible chez le roi. Il se pencha en avant, écoutant attentivement. La foule murmura son accord. Pour la première fois, il semblait que quelqu'un comprenait vraiment les luttes du peuple ordinaire. Le roi hocha la tête en signe d'approbation et il était clair qu'Ayanda avait gagné sa faveur. Mais Gatura refusa de laisser Ayanda réussir. En désespoir de cause, elle se leva et pointa un doigt tremblant vers elle. « Cette fille n'est pas une fille ordinaire, cria-t-elle. Elle utilise la magie noire. Comment une orpheline pourrait-elle sinon vaincre des nobles dans une épreuve destinée aux meilleurs du royaume ?» Des halètements parcoururent la salle. Des murmures de peur et de doute se répandirent comme une traînée de poudre. Séfu eut un sourire narquois, se tenant à côté de sa mère, ajoutant de l'huile sur le feu. Elle a disparu pendant des années et est soudainement revenue avec une grande sagesse. Et si elle avait appris des sorts interdits dans la nature? Le cœur d'Ayanda battait à tout rompre, mais elle refusa d'avoir peur. Elle avait travaillé trop dur pour laisser des mensonges la détruire maintenant. Le roi, bien qu'hésitant, se tourna vers ses conseillers. Ils chuchotèrent entre eux avant que l'un d'eux ne s'avance. Si elle possède vraiment la sagesse, qu'elle le prouve dans une dernière épreuve. Un débat contre le conseil en place. La tension dans la pièce s'épaissit. Ce n'était pas juste une autre épreuve. C'était une bataille pour la vérité. Si Ayanda gagnait, elle prouverait sa valeur sans l'ombre d'un doute. Si elle perdait, elle serait qualifiée d'imposteur, ou pire, d'ennemi du royaume. Elle prit une profonde inspiration, se préparant au plus grand défi de sa vie. Le triomphe de la vérité. La grande salle était bondée de nobles, d'érudits et de villageois, impatients d'assister à l'épreuve finale. Ayanda se tenait droite, faisant face aux membres du conseil qui avaient gouverné Mzora pendant des années. C'étaient des hommes puissants, confiants en leur influence, mais Ayanda avait quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité. Un par un, les membres du conseil présentèrent leurs arguments, essayant de tordre les mots et de semer la confusion parmi le peuple. Ils défendirent les impôts élevés, la répartition inéquitable des terres et la famine qui ravageait le royaume. Mais Ayanda ne recula pas. Avec une intelligence vive et un raisonnement clair, elle démantela leurs mensonges. Elle parla des agriculteurs en difficulté, des marchands qui accumulaient la nourriture, et du peuple qui avait été abandonné par ses propres dirigeants. Le roi écouta attentivement, ses yeux se plissant alors qu'il commençait à voir la vérité. Des chuchotements se répandirent parmi le public, beaucoup hochant la tête en accord avec les paroles d'Ayanda. Puis elle passa à l'étape finale. Elle présenta des preuves, des documents qu'elle avait secrètement rassemblés, montrant comment le conseil avait détourné des fonds destinés au peuple. La salle éclata en halètements. Le roi se leva de son trône, sa voix sévère. « Est-ce vrai ?» exigea-t-il. La peur vacilla dans les yeux des membres du conseil. Avant qu'ils ne puissent répondre, Ayanda se tourna vers Gatura et Séfu. « Et elles ne sont pas différentes, déclara-t-elle. Gatura m'a accusé de vol, mais elle et sa fille ont volé le peuple même qu'elles prétendent servir. » À ce moment, un garde royal s'avança, s'inclinant devant le roi. « Votre Majesté, une enquête confirme que Dame Gatura et sa fille se sont livrées à la fraude et à la tromperie. » La salle tomba dans un silence stupéfait. L'expression du roi se durcit. Ce royaume a assez souffert sous des dirigeants corrompus. Justice doit être rendue. Le visage de Gatura devint pâle. Séfu recula en état de choc. Les personnes même qu'elles avaient méprisées les regardaient maintenant avec dégoût. Ayanda avait fait ce que personne n'avait osé. Elle avait exposé la vérité. La reine Ayanda. Tout le royaume était en émoi. Gatura, autrefois puissante, et sa fille Séfu se tenaient maintenant devant le roi, la tête baissée de honte. Les personnes qui les admiraient autrefois les regardaient maintenant avec dégoût. Les preuves contre elles étaient irréfutables. Elles avaient menti, triché et tenté de détruire Ayanda. Mais à la fin, leur propre cupidité avait conduit à leur perte.
La voix du roi résonna dans la grande salle. Pour vos crimes contre le peuple de Mzora, vous êtes déchus de vos titres et exilés de cette terre. Vous ne nuirez plus jamais à ce royaume. Gatura tomba à genoux, implorant la pitié. Mais la décision du roi était définitive. Les gardes l'escortèrent, ainsi que Séfu, hors du palais, leurs beaux vêtements maintenant couverts de poussière alors qu'elles étaient conduites aux confins du royaume. Les gens qu'elles avaient autrefois gouvernés chuchotaient maintenant sur leur disgrâce. Pendant ce temps, Ayanda se tenait droite, regardant la justice être rendue. Les mêmes villageois qui s'étaient moqués d'elle acclamaient maintenant son nom. Ils avaient ri de sa faiblesse, ridiculisé ses rêves. Mais maintenant, ils voyaient la vérité. Elle était plus forte que ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais imaginé. Le roi se tourna vers la foule, sa voix remplie d'admiration. La prophétie de l'enfant oublié s'est accomplie. Ayanda, la fille qui fut un jour rejetée, s'est montrée digne. Une immense acclamation éclata dans le palais. Ayanda sentit une chaleur profonde dans son cœur. Elle avait lutté contre la douleur, la trahison et les épreuves. Mais à la fin, elle avait gagné. Non seulement pour elle-même, mais pour tout le royaume. La grande salle du palais était remplie d'un silence expectant. Le peuple de Mzora s'était rassemblé, les yeux fixés sur le roi alors qu'il se préparait à faire une annonce historique. Ayanda se tenait parmi eux, le cœur battant. Elle s'était battue longtemps et durement pour faire ses preuves. Mais jamais, dans ses rêves les plus fous, elle ne s'attendait à ce qui allait se passer. Le roi se leva de son trône et leva la main pour demander le silence. Le royaume de Mzora a trop longtemps souffert de la corruption et de la cupidité, a-t-il déclaré. Mais aujourd'hui, nous tournons une nouvelle page. Un chapitre mené par la sagesse, la force et la justice. Ayanda, la fille autrefois oubliée, nous a montré ce que signifie un vrai leadership. Elle s'est battue pour cette terre, pour son peuple et pour son avenir. Et donc, je la nomme nouvelle souveraine de Mzora. Un silence stupéfait remplit la pièce avant que le peuple n'éclate en acclamation. Les yeux d'Ayanda s'écarquillèrent de choc. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle venait d'entendre. Les mêmes villageois qui se moquaient d'elle se prosternaient maintenant devant elle, scandant son nom avec admiration. Vêtue de robe royale, Ayanda monta sur le trône, le cœur rempli de gratitude et de détermination. Elle avait été battue, trahie et rejetée. Mais le destin avait eu le dernier mot. Elle a juré de régner avec équité et bonté, en veillant à ce qu'aucun autre orphelin ou enfant pauvre ne souffre comme elle l'avait fait. Sous son règne, Mzora a changé. L'éducation est devenue accessible à tous, et des opportunités ont été offertes à ceux qui avaient été ignorés trop longtemps. Les gens qui se moquaient d'elle la regardaient maintenant avec respect. Alors qu'Ayanda contemplait le royaume, elle a souri. Elle avait été une fille sans défense et sans pouvoir. Mais maintenant, elle était la reine Ayanda, la souveraine de Mzora, la fille qui a défié le destin et la femme qui a changé l'histoire pour toujours. L'héritage d'une reine. Le premier voyage d'Ayanda en tant que reine ne fut pas vers les appartements royaux ou les salles du conseil, mais vers la petite hutte cachée dans la nature où sa véritable transformation avait commencé. Elle est arrivée chez Mamania le cœur plein de gratitude, descendant de son carrosse royal et s'agenouillant devant la vieille guérisseuse. « Mamania, dit-elle, la voix remplie d'émotion. Sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Mamania sourit, ses yeux sages brillants de fierté. « C'était toujours en toi, enfant. Je n'ai fait que t'aider à le voir. » Ayanda a étreint son mentor, jurant de ne jamais oublier les leçons de résilience, de sagesse et de compassion qui avaient fait d'elle la dirigeante qu'elle était devenue. Elle s'est assurée que Mamania soit honorée et que ses enseignements perdurent dans le royaume, guidant les générations futures. De retour au palais, Jaï se tenait à ses côtés, désormais un conseiller royal respecté. Il avait toujours cru en elle, même quand le monde s'était retourné contre elle. Le royaume est entre de bonnes mains, a-t-il dit en souriant. Mzora n'a jamais eu de dirigeant comme toi, alliant force et bonté. Ayanda a mené Mzora dans une nouvelle ère. Elle a créé des écoles pour tous, veillant à ce qu'aucun enfant ne soit privé d'éducation comme elle l'avait été. Elle a réformé les lois du royaume, s'assurant que la justice soit rendue équitablement, et elle a accueilli la voix du peuple dans les décisions qui affectaient leur vie. Les mêmes villageois qui se moquaient d'elle la regardaient maintenant avec admiration. Ils l'avaient vue partir de rien, et en elle, ils trouvaient de l'espoir. Ayanda n'avait pas seulement survécu, elle avait triomphé. Alors qu'elle se tenait sur le balcon du palais, contemplant la terre qu'elle gouvernait maintenant, elle sentit le vent lui caresser le visage.
Il portait des murmures du passé, des luttes qu'elle avait endurées, mais aussi de la force qu'elle avait acquise. Ayanda, l'orpheline autrefois oubliée, était devenue la plus grande souveraine que Mzora ait jamais connue. Alors que le soleil se couchait sur Mzora, le peuple s'est rassemblé sur la grande place, leurs voix s'élevant en chant et en célébration. L'orpheline qu'ils avaient un jour moquée était maintenant leur reine bien-aimée, et ils se réjouissaient de la sagesse et de la bonté qu'elle apportait au royaume. Ayanda se tenait devant eux, non pas comme l'enfant faible et oublié du passé, mais comme une souveraine qui avait enduré la souffrance et en était sortie plus forte. Elle a regardé la foule, voyant les mêmes visages qu'il avait un jour ridiculisés, maintenant remplis d'admiration et de respect. Son parcours avait été douloureux, mais il l'avait façonnée en la dirigeante qu'elle était destinée à être. Elle a levé la main, et la foule s'est tue. Que ceci soit une leçon pour tous, a-t-elle dit, sa voix claire et forte. Ne vous moquez pas des luttes des faibles, car le destin a une façon de renverser les situations. La bonté, la sagesse et la résilience s'élèveront toujours au-dessus de la cruauté et de la cupidité. Le peuple de Mzora a acclamé, le cœur plein de fierté pour sa nouvelle reine. Sous le règne d'Ayanda, le royaume a prospéré. Elle s'est assurée qu'aucun enfant ne soit privé d'éducation, qu'aucun orphelin ne souffre comme elle l'avait fait, et qu'aucun dirigeant ne règne avec corruption. Son nom serait rappelé pendant des générations, non seulement comme une reine, mais comme un symbole de résilience, de justice et d'espoir. L'histoire d'Ayanda n'était plus une histoire de souffrance, mais de triomphe. Et ainsi, son héritage a commencé, écrit non seulement dans l'histoire de Mzora, mais dans le cœur de son peuple pour toujours.